Bienvenue à cet épisode du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons chaque semaine trucs, astuces et histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec mon bon ami Maxime Trottier, VP Vente et Marketing chez Devolution, des 15 cas concrets d'utilisation de ChatGPT dans votre marketing au quotidien. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Maxime Trottier de Devolution, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu? Ça va super bien. Toi, ça va bien, Joe? Ça va extrêmement bien. Maxime, vous allez voir qu'il y a un gars très vif d'esprit, beaucoup de bon contenu à mentionner. On a eu la chance d'avoir son collègue chez Devolution, David Hervieux, qui est le fondateur, entre autres, de Devolution, là, à l'épisode numéro 7. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Devolution, excellent épisode à écouter. On a déjà un enregistrement de fait avec Maxime qui va sortir vers la mi-fin février, qui va expliquer également là, comment ils sont passés de 8000 à 800 000 utilisateurs en 10 ans chez Devolution. Et Maxime Trottier est à la tête de tout ce qui est vente et marketing chez Devolution. Donc, je pense qu'il va y avoir encore du bon contenu à discuter aujourd'hui, mais entre autres l'épisode 17 qui va sortir là, dans quelques temps devant nous après la sortie de cet épisode-là. Aujourd'hui, Maxime, on veut parler d'un peu plus d'un thème d'actualité, ChatGPT, mais d'amener ça surtout sur un angle marketing, donc de voir comment ChatGPT peut nous aider dans notre marketing, des cas d'utilisation réels. Là. Donc, on va s'échanger. Ça va être une discussion un petit peu ad lib où ce que Maxime va apporter des cas que lui a utilisés de son côté en marketing pour aider à accélérer sa croissance et ses ventes, son marketing chez Devolution. Également, ce qu'il a entendu dans l'industrie, j'en apporte de mon côté de ce que je vois, ce que j'entends. Donc, on va se relancer la balle à tour de rôle pour vous sortir peut-être un 5, 10, 15, peut-être 20 cas d'utilisation de ChatGPT dans le concret que vous pouvez faire dans votre propre entreprise ou dans votre propre développement de produits. Maxime, prêt pour partir pour un premier cas d'utilisation? Ouais, très prêt. Justement, je faisais mes devoirs un peu en fin de semaine, la semaine dernière. Il y a beaucoup de mouvements présentement. On en a parlé rapidement avant d'entrer en live dans l'enregistrement. Là, il y a Google qui a annoncé qu'ils s'en venaient avec leur propre outil d'AI aussi dans quelques semaines, quelques mois. Google Bard, qui devrait être évidemment intégré dans Google, l'engin de recherche. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et Microsoft aussi, qui a acheté une grande part, là, 49% d'OpenAI. En fait, c'est un projet de longue date, OpenAI, chez Microsoft. Hein. Ça avait été financé, ça, déjà, là, une couple d'années par Microsoft. Ils sont rendus dans une 3e ronde, là, puis Microsoft sont encore un des principaux actionnaires d'OpenAI. Puis annoncé que, dans Bing, entre autres, ça s'en venait rapidement. J'ai vu passer des... Ouais, vas-y. Et ce qui est spécial, c'est que derrière tout ça, là, OpenAI va probablement menacer énormément Google. On voit que Google sont sur l'alerte rouge pour faire progresser leurs travaux ou sortir au public. Par contre, OpenAI a été capable de sortir leur technologie grâce à Google. C'est une avancée technologique de Google qui a été faite par rapport aux Transformers, qui appellent, puis peut-être que j'ai pas les bons termes, mais ils ont donné à OpenAI les clés du château pour réussir à bâtir leur technologie. Et j'écoutais justement un épisode hier là-dessus qui disait que Google aurait pu être le OpenAI, mais c'était trop risqué pour eux d'avancer à la même vitesse qu'OpenAI. Pour une question d'éthique, ils ont une image à protéger. Ça peut mal tourner, là, on le sait, dans l'intelligence artificielle, si ça répond pas comme ça devrait. Google a beaucoup à perdre d'être le premier et il a beaucoup à perdre également d'être le deuxième. Donc, Google est dans une mauvaise situation présentement au bout de la ligne, peu importe l'angle dans laquelle ils l'attaquent, mais là, ils sont en mode rattrapage. Exactement. Ouais, effectivement. Puis on sentait, quand ça a sorti l'effervescence de ChatGPT, on avait l'impression, pas juste l'impression, mais chez Google, la technologie était là.
j'ai entendu des cas justement de collègues ici chez Google, comme de quoi que leur intelligence artificielle d'un ancien ingénieur qui avait travaillé sur le projet. Tu sais, on arrive dans des niveaux de travail, on peut très bien le voir, puis on va faire l'étude de cas aujourd'hui de certains scénarios pour comment on peut l'utiliser. Mais tu sais, ça va être d'ici quelques années, même dans notre vie de tous les jours, assez disruptive, à mon avis. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu de certains collègues, c'était que tu sais, c'est facile de dialoguer avec ChatGPT, mais là, chez Google, il y avait une espèce d'âme derrière avec, tu sais, la machine devenait avec une espèce de sensibilité, puis écoute, ça rouvre des portes là à plusieurs changements au niveau de notre société. On parlait d'études de cas, puis on s'entendra pas sur ceux-là, mais même au niveau là, tu sais, quelqu'un qui vit de la solitude pourrait très très bien converser facilement avec un AI dans le futur, puis ça va être, je pense que ça aura des bienfaits là, sur un panoplie d'univers là, dans notre société. Là. On est rendu là, puis il y a eu quand même un scandale qui a tenté d'être étouffé un petit peu chez Google. Il y a effectivement un cas où une personne haut placée dans l'équipe d'intelligence artificielle qui a clamé haut et fort comme quoi que le projet sur lequel ils étaient en train de travailler, l'intelligence artificielle était rendue à un niveau d'avoir une conscience. Exact. Et il est sorti au public avec cet élément-là parce que lui-même, ça le faisait peur et de ce que j'ai pu comprendre, ils ont fermé une partie de la branche dans laquelle lui, il travaillait. Il s'est fait mettre dehors de Google et ils ont essayé d'étouffer un peu l'affaire. Donc, ça fait un lien un peu avec ce que je disais. Google a beaucoup à perdre d'être le premier à sortir là-dessus parce qu'il y a une question d'éthique et de danger, mais ils ont beaucoup à perdre d'être deuxième. Ouais, c'est comme n'importe quelle nouvelle technologie, ils reculent d'une centaine d'années, là, tu sais, même les Fairwright, là, avec l'avion, on regardait ça puis ils disaient, ils sont fous, tu sais. Donc, ce que je veux dire, c'est que à mon sens, à moi, c'est un avancé tellement géant que ça va définir les prochaines décennies à quel niveau que l'AI va pouvoir supporter l'être humain et non pas l'inverse là. Comme présentement des fois là, j'ai l'impression que l'humain est beaucoup au service de la machine là. Puis j'ai l'impression que ça va être un outil qui va être ancré dans nos vies pas mal plus que juste dans notre vie professionnelle finalement. Effectivement, ça va être l'équivalent de, c'est stupide mais tu te souviendras sûrement Max là, quand les téléphones intelligents sont arrivés, moi j'ai eu un aha moment où j'étais dans un restaurant puis je voyais que tout le monde avait leur cellulaire dans leurs mains puis disait OK, c'est irréversible là. Ça l'ira pas en arrière, mais la semaine passée, j'étais installé dans un café puis j'ai eu ce fameux aha moment là avec ChatGPT quand je me suis levé ma tête puis j'ai regardé autour de moi. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient une fenêtre de ChatGPT d'ouvert sur leur écran. Voilà. Beaucoup des étudiants qui étaient probablement en train de faire leurs devoirs en mode express. Mais j'ai fait, OK, c'est pareil. On est rendu pareil probablement comme le téléphone. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et la fenêtre de temps est beaucoup plus courte. Les téléphones intelligents, ça a pris des années. Là, on parle de semaines, de mois et il n'y aura pas de retour en arrière, là, je pense. Là. Puis là, j'avais une question pour toi, Joe. Sur ton post LinkedIn, tu posais la question, est-ce que ce message a été généré par ChatGPT, par toi ou un mix des deux? Puis là, les gens veulent savoir, est-ce que tu as utilisé l'outil pour générer ton post sur LinkedIn? Ah, j'adore. Pour ceux qui ne le savaient pas, on avait fait un petit pause de savoir est-ce qu'il y en a des gens qui étaient intéressés qu'on fasse un épisode qui est l'épisode présent. Et effectivement, j'ai utilisé ChatGPT pour m'enlever le fameux syndrome de la page blanche. Fait que ça m'amènerait à mon premier cas d'utilisation de ChatGPT pour aujourd'hui, pour avoir une belle introduction comme ça. Pour tout ce qui est des posts de médias sociaux, page blanche, on part avec ChatGPT, on le met un petit peu en contexte et là, c'est important de lui donner des bonnes données pour la mettre en contexte et on lui dit, ponds-moi un post pour LinkedIn ou pour Twitter ou pour Facebook ou peu importe. Et ça, dans mon cas, moi, ça m'a enlevé le syndrome de la page blanche. J'ai corrigé certaines choses, j'ai remis un petit peu mon parler à moi dans le texte, mais ça m'a permis de faire un post qui m'aurait peut-être pris 15-20 minutes. Ça m'a pris 2 minutes et demie à peu près. C'était en ligne. Merci, bonsoir. C'est fait, c'est réglé. Donc, mon premier cas que j'apporte sur la table, dès que vous avez un post à faire sur les médias sociaux, c'est une bonne avenue de regarder à ce moment-là, là, d'utiliser ChatGPT pour accélérer ce processus-là et d'être un petit peu plus pertinent et surtout peut-être de limiter des fautes d'orthographe aussi dans ce que vous allez faire là. Tout à fait. ChatGPT est en mesure, quand on lui donne le bon contexte, il est en mesure de même, puis ça m'apporte à mon deuxième étude de cas, là, mais l'outil est en mesure de se mettre dans la peau d'un professionnel SEO, puis de vous suggérer soit des posts sur les médias sociaux ou des articles, peu importe, en focusant principalement sur certains keywords que vous allez lui donner, évidemment. Donc, les articles ou les posts qu'il va générer vont avoir
comme sujet primaire, je devrais dire, ou pour highlighter, là, comme vous le savez en marketing, certains keywords précis que vous voulez utiliser, selon même les critères. L'outil est capable de dire d'optimiser les posts selon l'outil que vous allez utiliser, LinkedIn, Facebook, Twitter, au nombre de caractères, par exemple, au niveau est super bon pour créer des titres aussi. Tu sais, si vous cherchez un tagline, par exemple, pour un post, là, on prend le post de LinkedIn que tu parles, tu peux lui dire fais-moi un titre accrocheur en 8 mots qui est pour but d'aller sur LinkedIn, qui s'adresse aux marketeurs en B2B, puis pouf, il va vous sortir un titre, ou en fait, il va vous sortir une suggestion de titre. Qui va vous permettre après ça de vous tweaker puis d'utiliser ça à votre pour vos besoins. Et ces titres-là accrocheurs, on peut l'utiliser partout. Là. La première ligne dans Twitter, elle est importante. Les premiers mots dans le titre du podcast que vous écoutez aujourd'hui est important. Si vous avez quelque chose à envoyer sur YouTube, le titre doit être accrocheur, doit générer un petit questionnement puis de vouloir aller plus loin. Donc, c'est le premier, je dirais, un actif numérique qu'il faut optimiser. Là. Les premières lignes de texte, peu importe le post, peu importe l'actif numérique qu'on fait, les titres. Donc, ChatGPT est un excellent allié pour sortir 5, 10, 15, 20 possibilités. Puis on choisit laquelle là-dedans qui est la meilleure. Ils sont bons, oui. Je te dis, là. Ils sont bons, les titres qui sortent. Tu sais, même, tu te mets avec ton équipe, tu dis, on s'assoit, on cherche un titre accrocheur, là, on se donne 15 minutes, là, l'outil va te le sortir en dedans de 15 secondes, tu sais. Puis après, tu le modifies à ta sauce, évidemment, là. Puis c'est l'utilisation clé, c'est des outils, en fait. Ça remplacera pas les êtres humains à court terme, là. C'est un outil de plus dans notre arsenal. Puis comme tu le dis, ça fait sauver énormément de temps. Donc, faut garder ça en tête que c'est pas un copier-coller tel quel, mais plus une grande source d'inspiration qui va prendre en considération un paquet de paramètres que l'être humain est pas nécessairement bon pour suivre et que l'ordinateur ou l'AI principalement est beaucoup mieux que nous pour aller screener un paquet d'articles en ligne puis dire, ben voici ce que je te suggère comme titre, tu sais. Donc, on récapitule, écrire des posts, sortir des titres accrocheurs. De mon côté, troisième cas d'utilisation que je peux apporter sur la table, c'est si vous voulez créer un squelette pour un actif numérique. Donc, si vous avez, par exemple, un podcast à animer, aujourd'hui, je vous le cacherai pas, mais j'ai dû faire un petit tour sur ChatGPT avant pour me sortir une vingtaine de cas d'utilisation de ChatGPT. Là-dedans, il y en a plusieurs qui sont extrêmement pertinents que j'avais même pas pensé, mais ça devient extrêmement efficace pour sortir des structures pour des articles de blog, pour des webinaires, pour des vidéos sur YouTube, pour des podcasts. Donc, d'aider à créer un squelette pour au moins sortir du syndrome de la page blanche, puis après ça, d'aller un peu plus en détail. Puis il peut même nous aider d'aller en détail par la suite, mais le format, là, aider à créer un squelette, peu importe l'actif numérique qu'on veut produire, très, très, très pertinent, là. Puis ça peut même aller plus loin, hein. Même au niveau, j'ai pris, chez nous, on fait une campagne Black Friday là avec l'équipe marketing pour nos outils, là, un rabais, là, discount sur nos licences, etc. Puis je suis parti de rien, puis j'ai dit je vais monter une campagne Black Friday, puis je demandais à ChatGPT qu'est-ce que je dois faire en fait, qu'est-ce que mon plan de communication devrait comprendre, tu sais. Puis j'ai posé la question, je fais une campagne, là, le contexte est très 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 important encore une fois là. Je suis en B2B en technologie, c'est Black Friday, on veut offrir un discount à nos professionnels TI qui sont clients chez nous, on va envoyer ça sur les médias sociaux, blog, tu leur donnes une couple de paramètres si tu veux. Puis il va te sortir un plan assez détaillé sur voici ce que je te suggère de prendre en compte dans ton plan de communication pour mettre en place ta campagne. Je te suggère différents outils. Oublie pas de regarder cette portion-là, cette portion-là. Tu sais, c'est vraiment super. Pour mettre en place là, des mini-plans stratégiques comme ça, c'est super efficace. Très bon cas d'utilisation. Puis je sais pas si vous l'avez essayé, mais des fois, il y a peut-être moyen aussi de l'influencer dans sa réponse. Oui. Je vais essayer de m'exprimer correctement, mais en mentionnant des gens. Exemple, si vous prenez, là, je suis en train de lire un livre qui m'a été référé par une personne qui est passée sur le podcast, qui est de Marc Roberge. Mark Roberge, en anglais, son vrai nom est en anglais, là, mais qui est une personne de chez HubSpot. Et je serais curieux de savoir, c'est écris-moi une stratégie à la Marc Roberge, probablement, qui serait capable d'aller déférer une stratégie qui se rapproche le plus de la réalité même que cette personne-là a comme philosophie de marketing, là. Donc, je serais pas surpris que ça fonctionne, là. Puis là, les gens vont dire en commentaire sur le podcast, oui, mais il est pas connecté sur Internet, right? Jusqu'à 2021, il n'y a plus accès à aucun data qui sont en ligne. Ceci dit, c'est vrai, puis non. La manière qu'on l'utilise, nous, en slogan sur OpenAI, puis en utilisant ChatGPT, effectivement, il est plus connecté à Internet depuis 2021. Ceci dit, vous pouvez faire l'installation locale sur votre machine
de ChatGPT. Il va appeler l'API, puis là, on peut feeder des URL puis là, il peut s'inspirer d'un article de blog, il peut s'inspirer de n'importe quelle page web. Donc, tu pourrais lui dire, voici l'URL de Mark Roberge là, de HubSpot que je veux m'inspirer de. Puis j'aimerais que tu me fasses ou résume-moi sa stratégie en 10 points. Puis là, il est capable d'aller crawler la page que tu lui suggères, puis il est capable de te revenir. Donc, il va apprendre aussi vite. Il va aller lire la page, il va apprendre, il va pouvoir te contextualiser, puis te renvoyer l'information que tu as besoin avec une pièce d'information qui existe déjà, puis qui, elle, est récente, en fait. Donc, c'est ça le point que je voulais apporter, c'est que c'est faisable de prendre ChatGPT puis de l'utiliser avec du contenu qui est actuel, finalement. Et il y a fort à parier que dans la version 4 qui s'en vient devant nous, on va avoir accès directement en ligne. Là. C'est probablement ce qui va arriver, là. Ouais, là, j'entends qu'il y a beaucoup de challenges au niveau de l'infra, là. J'ai entendu des chiffres qui allaient de 3 millions à 5 millions US par jour juste pour supporter l'infrastructure présentement, avec le volume de recherche qu'ils ont à supporter, évidemment. Donc, il doit y avoir beaucoup d'enjeux au niveau de l'infrastructure derrière là, pour supporter la quantité de recherche. Et la rumeur est que le 10 milliards que Microsoft est en train d'injecter dans l'entreprise est fort probablement des crédits chez Azure, qui est leur infrastructure technologique en arrière-plan. Oui, effectivement, ça va vite, ça ferait bien du sens. Ouais. Écoute, le prochain que je te suggère, Joe, c'est un peu en complémentarité avec ce que tu suggérais tantôt, puis ça va aussi, chez nous, du côté des ventes, c'est-à-dire tout ce qui est email marketing ou interaction par email avec différents partenaires ou clients potentiels prospects. ChatGPT est excellent pour générer des courriels d'envoi à des clients ou faire un mailing en marketing, en fait. Donc, prendre, prenons l'exemple du Black Friday de tantôt. On a écrit l'article de blog. On peut prendre l'article, copier-coller dans ChatGPT puis lui dire montre-moi un courriel avec un call to action qui d'acheter ou de visiter une site web, puis montre-moi un email là, en 150 mots, puis mets l'emphase sur telle chose dans le blog, puis ça le fait extrêmement bien, extrêmement rapidement, sans faute d'orthographe comme tu le dis. Puis ça, c'est un outil qui est utilisable, à mon sens, en marketing, en vente aussi, puis tout ce qui est customer success, là, au technical support chez vous. C'est-à-dire, des fois, vous allez avoir un knowledge base que vous voulez envoyer à un client. Vous allez avoir des notes internes que vous voulez envoyer. Vous pouvez le copier-coller dans ChatGPT, demander un sommaire, envoyer ça par courriel à qui de droit, évidemment. C'est un outil extrêmement performant, puis ça vient un peu comme tu disais tantôt par rapport à la page blanche, mais ça vient enlever tout l'aspect formel là, du courriel. Bonjour Jonathan, Maxime. Tu sais, on n'a pas besoin de prendre le temps, je pense, en tant qu'humain pour notre valeur qu'on ajoute n'est pas là. Donc l'ordinateur va faire ce travail-là pour nous, puis nous on va fignoler par la suite évidemment, mais c'est un outil là, extrêmement efficace pour tout ce qui est email. Vous êtes un dirigeant d'entreprise et vous vous demandez où en suis-je avec l'état de sécurité informatique de mon entreprise? Eh bien, OpenMind a la solution pour vous. Nous vous offrons 1 heure de consultation gratuite avec nos spécialistes afin d'y voir plus clair sur l'état de sécurité de votre entreprise. Pour profiter de cette promotion, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé ou rendez-vous au www.openmindt.com. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. 6e cas que moi j'apporterais, tu parles de customer support, donc service à la clientèle. On l'utilise entre autres dans notre produit Berrycast, la solution Intercom. Un des enjeux qu'on a souvent, puis ça touche au marketing un peu, moi je pense le customer success là. Un des enjeux qu'on a, c'est que c'est pas tout le temps la même personne qui va discuter avec les cas clients qui ont des questions dans la plateforme. Et c'est pas évident pour chaque personne qui tombe sur un cas que c'est pas lui qui a initié ou que c'est une réponse d'il y a une semaine de recomprendre le cas. Donc là, la gang, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient-collent l'ensemble du cas, ils mettent ça dans ChatGPT et résume-moi ça là simplement. Et là, en une fraction de seconde, ils sont capables d'avoir l'essence de la discussion, de la conversation, puis d'être capables de se remettre dans le fil de la discussion, ou du moins de continuer la discussion d'une manière logique. Et là, on pourrait éventuellement connecter ça avec du data au niveau d'une foire aux questions et peut-être même d'aiguiller les réponses à travers tout ça. Et là, Intercom, de ce que j'ai compris de la gang ici, sont en train d'intégrer là activement OpenAI dans Intercom en format bêta pour justement générer des réponses de manière automatisée, d'auto-apprendre des réponses des autres personnes. Donc, service client, support client dans des plateformes, entre autres comme Intercom, ça vient accélérer énormément le processus, ça nous aide à être beaucoup plus pertinent et ça va automatiser, je pense, beaucoup de choses déjà là, mais même devant nous, ça va s'accélérer là.
Ouais, puis tu parlais de cas comme ça. J'ai vu des scénarios, puis on a testé ici des outils. On continue de faire nos tests encore là, de speech to text en fait. Là. Donc, il y a des outils de recording, par exemple, dans votre CRM que vous utilisez. Là, on va parler de Salesforce. Là, où est-ce que, par exemple, vous allez pouvoir avoir un transcript de votre conversation téléphonique ou par Teams avec un client. Et les gens vont prendre ce transcript-là, qui est très long, ça, selon le cas. Là, si vous avez un appel de 10, 15, 20 minutes avec un client, puis vous pouvez l'envoyer directement dans ChatGPT, un peu comme vous le faites, de dire, pouvez-vous me faire un sommaire de la conversation qu'on a eue, puis en dedans d'une couple de lignes, là, il vous donne l'essence même de votre conversation. Puis nous, ce qu'on veut faire, ou en fait, qu'est-ce qu'on veut tenter de faire avec l'équipe, c'est de prendre ça pour le mettre dans les notes là, de chaque compte client qu'on a chez nous dans notre CRM, puis que effectivement, là, il y a, au lieu que le account manager ou que la personne au support ait manuellement à écrire les notes, qu'on prenne juste le transcript de l'appel, on fait faire un beau sommaire par ChatGPT, on met ça, on log ça comme activité dans Salesforce et voilà, notre suivi est fait avec le client puis on passe à un autre. Ça. Et j'ai même vu des cas qui mettent en contexte ChatGPT pour dire tu es une adjointe exécutive, sommarise-moi cet extrait de texte-là et sors-moi également la liste des actions que chaque personne doit prendre dans la rencontre. Tout ça faut que tout le monde ait des bons micros. Moi, je l'ai testé dans un environnement où on était plusieurs avec le même micro, ça devient chaotique. Ouais. Mais si c'est une rencontre qui est 100% remote, honnêtement, ça fait des miracles. C'est vraiment impressionnant, là. C'est vraiment impressionnant. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de limitations par rapport à si vous avez un micro dans une salle de conférence, beaucoup de difficultés à capter qui parle, évidemment. Ça se mélange très facilement. Nous, ça n'a pas été concluant, puis je continue mes recherches, là, mais tout pour les meetings en français, là, c'est pas encore au point là, la technologie qu'on a utilisée. Là. L'anglais, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en français, on est loin d'avoir un résultat qui est probant. Là. Effectivement. Autre cas, 8e cas d'actualisation que j'apporterais peut-être sur la table. Ça arrive des fois qu'on a des avis sur Google directement avec les étoiles, Facebook et compagnie. Des gens laissent des avis sur nos entreprises ou sur notre entreprise. Puis là, on sait pas trop comment répondre à ce moment-là de manière politically correct à ces réponses-là. Donc, il y a moyen de prendre le commentaire de la personne, mettre en contexte ChatGPT et là, écris-moi une réponse qui pourrait être à la style d'Hydro-Québec, des fois quelque chose de drôle ou quelque chose... ou simplement dire reste très politically correct, mais sort une petite blague pour détendre l'atmosphère ou peu importe. Donc, il y a moyen d'avoir une personne qui a une plume incroyable et d'aligner la réponse dans la direction qu'on va avoir sans avoir à payer quelqu'un qui coûterait une fortune à sortir des réponses comme ça. Donc, copier-coller le commentaire de la personne, demander à ChatGPT d'écrire dans une certaine angle et voilà, vous avez la réponse que vous pouvez mettre à ce moment-là pour répondre. Ouais, puis tu l'as mentionné, mais l'outil, tu es capable d'entraîner l'outil pour que l'outil puisse répondre avec ton ton que tu vas avoir, c'est-à-dire ta vibe en tant qu'entreprise comme service client, par exemple. L'outil peut apprendre à communiquer à ta manière, c'est-à-dire tu peux avoir un discours qui est très corporate ou plus friendly, ben elle va trouver l'angle à prendre pour qui te ressemble le plus là, dans ton brand là, chez vous, en fait. Là. Ensuite, moi, j'avais sur ma liste, puis je l'ai utilisé, puis c'est sûr qu'il faut le prendre avec un grain de sel, justement parce que les données ne sont pas accessibles encore là, après 2021, mais très solide pour market research. Tu veux savoir, toi, Joe, tu me dis, hey Max, combien qu'il y a de, je sais pas moi, de petites moyennes entreprises dans le domaine médical aux États-Unis, c'est peut-être plus ou moins précis, là, mais vous pouvez lui demander des questions au niveau des marchés, puis il va vous sortir, au lieu d'aller sur Google, là, le googler puis faire vos propres recherches, là, il va être en mesure de vous sortir les chiffres. Puis je les ai testés. Les chiffres étaient bons. Le problème, c'est qu'il ne donne pas de source, tu sais. Il va te sortir. Si tu demandes une source, là, il te sort une genre de source bidon, puis ça n'a pas plus ou moins rapport, là, tu sais. Puis ça, c'est un des problèmes qu'on vit avec ChatGPT en ce moment, c'est que la réponse qu'il donne, il est très confiant dans sa réponse. Hein. La langue, là, pour ceux qui l'ont utilisé, vous lisez le texte, puis tu sais, c'est facile de se faire avoir. Tu lis ça, puis le ton est tellement bon, puis il est tellement tu lis le texte, tu dis ben c'est sûr c'est la vérité parce que le ton il est très bon, puis effectivement ça tient la route. Puis là, tu fais des recherches, après, tu fais, oh, fuck, OK, finalement, c'était pas si bon que ça, mais c'est pas, tu sais, ChatGPT ou n'importe quel AI, ils sont pas dans les zones de gris à dire, je suis pas certain de celle-là, peut-être que c'est temps, là, tu sais. Il va te dire, non, c'est temps, tu sais, puis
il faut que tu fasses des recherches pour venir confirmer ces chiffres-là. Parce que présentement, il n'y a aucun moyen d'avoir de source, right, sur ChatGPT. Donc, il faut toujours être en mesure de, oui, ça fait comme on disait tantôt, ça va faire une première passe sur c'est quoi ce chiffre-là. Puis après, c'est à vous d'aller, l'être humain, en fait, d'aller vérifier, contre-vérifier si la source est bonne ou si cette donnée-là est bonne. Mais c'est impressionnant à quel point que pour moi, là, dans mon marché, l'information était très, très bonne. Puis, ouais. Et faites très attention. Moi, je l'ai essayé pour certains trucs marketing. J'ai été jusqu'à lui demander les sources. Les adresses des sources semblent extrêmement véridiques. Il va prendre des noms de domaines qui sont des sites de statistiques. Et quand on clique sur le lien, ça n'existe pas. C'est rien. Ça n'existe pas. Mais le nom du lien est parfait. Là. On pourrait croire, là, si on clique pas dessus, que c'est OK, c'est sûr que c'est une source qui existe. Fait que soyez quand même vigilants. Mais comme tu dis, Max, la tendance ou l'information générale est quand même, je sais pas où il prend son data, mais elle semble quand même assez véridique, mais portez-y quand même attention si vous cherchez quelque chose à la virgule près. Il peut avoir des petits risques. Il est extrêmement confiant et même des fois trop. Extrêmement confiant, tu as tout à fait raison. Puis je sais qu'il y a un épisode qui s'en vient bientôt sur le podcast pour tout ce qui est dev, mais j'avais une discussion ce matin avec un dev chez nous, puis effectivement, ChatGPT est extrêmement confiant à vous fournir une mauvaise réponse. Puis quand tu le challenges un peu, tu te dis, ouais, mais est-ce que je peux faire tel énum avec tel code, par exemple? Il va dire, non, c'est impossible, il n'y a pas ce qu'il faut. Là, tu vas juste dire, ouais, mais telle classe est disponible, tu veux pas utiliser ça? Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je peux utiliser ça. Puis là, laisse-moi modifier le code. Puis là, il t'envoie une nouvelle ligne de code, puis il prend en considération l'input que tu lui as donné finalement, tu sais. Vraiment intéressant, Max, de ce que tu parles. Effectivement, on va sortir un épisode de podcast dans les prochaines semaines spécifique pour les cas d'utilisation de ChatGPT dans le cadre du développement logiciel, parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec ça, un outil pour se propulser vers l'avant et être plus efficace. J'apporte un autre cas un petit peu plus clérical, je dirais. Si vous avez des politiques à rédiger ou des contrats à rédiger, au niveau marketing, ça devient super intéressant. Un cas que nous, on a utilisé ici, on a testé ChatGPT pour nous écrire une politique de confidentialité des données pour un site web et voir qu'est-ce qu'il allait sortir. Et honnêtement, on est vraiment pas loin de ce qu'un avocat nous aurait chargé pour un 1000, peut-être 2000 $, que c'est un template qu'il réutilise. Donc, nous, ça a fonctionné. Extrêmement impressionné. Ça a été mon premier cas d'utilisation de ChatGPT avec un de nos hauts placés ici dans l'organisation. Les deux, on a été complètement, je dirais, on a tombé en bas de notre chaise de ce qui nous a sorti. Autre cas qui peut être intéressant là-dedans aussi, un peu dans le clérical, ben effectivement, si vous avez des contrats à rédiger, j'ai ma conjointe qui a un café là dans les Laurentides, elle avait un contrat à rédiger par rapport à la location d'une salle qu'elle a. Ça aurait pris des jours et des semaines avec le syndrome de la page blanche à faire. On a demandé à ChatGPT, on a changé quelques petites choses là-dedans et en moins de 30 minutes, on avait quelque chose qui faisait vraiment du sens, qui aurait coûté quand même cher à probablement envoyer en rédaction ailleurs, là. Tout à fait. Puis comme tu disais tantôt, ça c'est peut-être pas exactement, mais vous allez avoir 80% de la job de fait. Puis après ça, ben c'est à vous de venir terminer, si vous voulez, la procédure que vous voulez mettre en place. Mais oui, ça sauve tellement de temps, là, c'est incroyable. Puis comme tu dis, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mais encore une fois, c'est pas là pour remplacer, à mon avis, l'être humain, mais pour donner une outil de plus à notre arsenal. J'aurais un 13e cas, Max, en main de mon côté. On parlait de stratégie tantôt. Dans le développement de produits, il y a une chose qui est super importante, je pense, d'utiliser comme effet de levier, c'est d'avoir un bon plan pour aviser nos utilisateurs existants des nouvelles fonctionnalités dans le système. Donc, on l'a testé de demander à ChatGPT de nous donner un plan de comment on peut aviser, déployer, permettre à nos nouveaux utilisateurs de s'imprégner de ces fonctionnalités-là. Et très intéressant, qu'est-ce qui sort comme stratégie puis comme texte également rattaché à ça. On vient de sauver encore là 60-80% du travail au bout de la ligne. Donc, si vous développez votre propre SaaS, vous avez des nouvelles fonctionnalités, ChatGPT est définitivement votre allié, surtout pour être aligné sur le pourquoi l'utilisateur devrait fonctionner. On est souvent très fort à dire « Hey, on a telle nouvelle fonctionnalité », mais en réalité, ce qu'on veut faire, c'est définir le persona, c'est quoi c'est pain point en arrière, puis d'essayer de tourner le texte, de dire « Hey, ça peut régler tel problème que tu as, là. » Voilà, là. Et non dire j'ai cette fonctionnalité-là. Faut pas parler de la fonctionnalité, il faut parler du problème qui est réglé. Et c'est pas facile en tant qu'être humain à rédiger un bon texte pour ça. ChatGPT est excellent pour nous aider là-dessus, là.
Tout à fait. Puis si tu le permets, moi, j'aimerais ça apporter d'autres outils qui existent que ChatGPT. C'était une question d'ailleurs qui avait été relevée sur ton post sur LinkedIn avant qu'on entre en enregistrement. C'était l'aspect comment faire pour que le texte qu'on a généré ne soit pas répertorié comme étant du contenu qui a été créé par la machine et non ou l'être humain et vice-versa, right? Il y a certains outils qui sont là pour vous aider. Je vais vous en donner un ou deux pour commencer, là, mais quillbot.com, qui est un outil qui sert à paraphraser le texte qui aura été généré dans ChatGPT. Donc, ce que ça peut faire, entre autres, c'est que vous prenez le texte que ChatGPT vous a sorti, que là, vous serez un coup vous serez satisfait du résultat, vous allez le mettre dans Quillbot, puis il va vous aider à sortir, il va prendre le texte comme si c'était un humain qui l'avait écrit, il va le paraphraser. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient enlever toute la couche de machine derrière qui pourrait être détectée, par exemple, par un Google de ce monde ou un autre moteur de recherche, par exemple, si vous mettez ça plain sur votre blog ou sur votre site web. Parce qu'il y a certains dangers quand même là, au niveau de votre domain authority sur Google. Si là, présentement, on n'est pas là, mais de mettre juste du contenu copier-coller de l'outil vers vos sites web, entre autres, et vos blogs, etc., etc., il y a un danger que, ça soit détecté comme effectivement du contenu généré, puis vous allez être pénalisé. Donc, quillbot.com, quillbot.com, un outil de paraphrasing, et c'est aussi utilisé non seulement pour vos textes générés par la machine, mais vos propres textes à vous. C'est un outil qui est super performant tu parlais des posts sur les médias sociaux tantôt. Si tu veux faire 10 posts sur le même sujet dans une même semaine, tu ne veux pas te répéter, tu rentres ça là-dedans, il va vous sortir des alternatives qui, grosso modo, veut dire le même message dans des phrases différentes, dans un angle différent. Donc, ça vous empêche de vous répéter et ça vous fait sauver énormément de temps. Et l'autre outil, c'est tout ce qui est AI Detector. En fait, c'est writer.com qui fait l'outil. writer.com/AI-content-detector, qui est un outil qui est encore, c'est pas parfait, mais vous rentrez le texte puis il va vous dire si c'est détecté comme étant un texte généré ou un texte original d'un être humain. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est prendre le texte de ChatGPT, vous le rentrez dans Quillbot, vous cherchez à paraphraser, vous rajoutez votre touche à vous, vous le mettez dans writer.com, vous êtes en mesure de voir s'il détecte si c'est un être humain qui est à la source de l'article ou la machine. Donc, voilà. Un autre bon outil pour ceux qui ont à écrire beaucoup de contenu comme des articles de blog, il y a Jasper.ai qui, je pense, est basé sur justement la technologie d'OpenAI, qui est très, 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 très spécialisé là-dedans. Donc, ça va, on peut mettre des mots-clés, puis après ça, il va à ce moment-là proposer des titres d'articles, de contenu, les squelettes. Donc, c'est encore un petit peu plus poussé que ChatGPT et un petit peu plus fiable en termes de disponibilité présentement parce que ChatGPT est tellement sollicité qu'on n'a pas toujours accès tant aussi longtemps qu'on n'aura pas payé pour le forfait payant qui n'est pas encore disponible pour tout le monde dans toutes nos interfaces. Là. Effectivement. Puis, un autre outil en terminant, Joe, c'est tout ce qui est vous l'avez vu passer en même temps ou pratiquement en même temps. L'outil d'OpenAI s'appelle DAL-E-2, DAL-E2, générateur d'images selon un texte. Donc, vous lui donnez des textes, vous lui donnez des keywords, vous lui donnez, vous pouvez écrire une phrase, vous pouvez dire, je veux une image qui représente, je sais pas, une femme qui est en train d'étudier dans un café, puis il va vous générer, l'AI va vous générer des images. Il y a Midjourney aussi qui existe pour faire sensiblement la même pratique. Donc, pour accompagner vos posts, vos blogs, vos sites web, générer des images par les différents outils, ça fonctionne aussi très bien. C'est surprenant, en fait, à quel point ça fonctionne bien. Donc, c'est d'autres outils que je peux suggérer à nos auditeurs sur comment bien utiliser toute la nouvelle mouture d'outils AI qui ont sorti. Je suis curieux, Maxime, si tu as vu à date des chatbots en ligne qu'on peut intégrer dans nos sites web qui sont facilement utilisables ou ce qu'on peut leur donner du data. Déjà, je pense pas qu'Intercom est encore rendu là aujourd'hui, mais je pense que ça va s'en venir devant nous. Je suis juste curieux si tu as vu des produits qui s'en viennent ou qui commencent à être assez matures. En fait, tu peux connecter OpenAI, ChatGPT, tu peux avec un abonnement, c'est pas très cher en plus, mais tu peux hoster ChatGPT directement sur dans ton système. Il va se connecter à l'API de OpenAI et il va aller se sourcer directement en même. Tu vas pouvoir toi-même lui envoyer ton knowledge base, par exemple, ou tout ce qui est tes assets marketing, tes assets techniques. Il va être en mesure de
d'aller répertorier en fait tes propres ressources. Puis de là, si par exemple un client vient chez vous sur le chat et dit est-ce que je peux avoir un conseil ou quel genre d'outils vous me conseillez chez vous pour tel type de cas, OpenAI va pouvoir être utilisé à ce moment-là dans vos propres assets au niveau du site web ou au niveau de votre Customer Journey avec votre propre ressource. Donc, ça se fait déjà. C'est un peu compliqué à installer quand même. Ça prend un peu de connaissances techniques là pour créer ce bot-là, mais je sais que ça fonctionne. Mais chez nous, c'est pas encore déployé. J'ai pas de plan à court terme non plus pour le faire. Le volume ne justifie peut-être pas. Mais je sais que ça existe chez OpenAI. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. J'écoutais une conférence hier justement de je veux pas débattre son nom, mais je pense que c'est Sam Altman qui est le CEO d'OpenAI. Son nom mais toujours correct en mémoire. Il mentionnait que ça l'a surpris lui-même que personne développe l'interface de chat qui est ChatGPT aujourd'hui parce que honnêtement, ça faisait 10 mois que la technologie était disponible en arrière et il s'attendait chez OpenAI que des gens prennent l'avantage de ça et développent leur propre interface conversationnelle, ce qui est pas arrivé à la hauteur de ce que eux s'attendaient. Donc ils l'ont développé. Oui, il apporte un aspect que c'est gratuit parce que les autres, à ce moment-là, il aurait fallu qu'ils paient pour l'utilisation de l'API en arrière. Il était surpris par lui-même que personne n'ait développé l'équivalent de ChatGPT parce que la technologie était déjà là en arrière depuis plusieurs mois. Là, donc, à voir comment ça va se développer pour le reste. Là. Ouais, en fait, c'est là depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Mais c'est juste que les versions antérieures, pour les avoir utilisées dans le passé, puis d'avoir vu certaines vidéos, c'était vraiment pas au point. Donc, je pense que ça aurait été possible, mais à quel niveau, avec quelle valeur, j'ai des doutes. Je pense que là, présentement, de ce qu'on voit, par contre, on est arrivé. Là. On est quand on dit le future is now, là, on a vu tout le monde, je pense, dans l'industrie ou dans nos rôles respectifs, là, on sent qu'il y a un grand changement, un mouvement de fond vers ces outils-là. Puis quand on voit les résultats que ça donne, c'est toujours surprenant. L'effet wow est toujours là. Écoute, j'en parlais, moi, durant le temps des fêtes avec ma famille. Personne ne me croyait. C'est pas des gens qui sont très dans les technologies. Puis je leur ai dit, ah oui, voulez-vous avoir un beau poème, chacun de vous autres, là, cette année, je vais vous écrire chacun un beau poème pour le temps des fêtes sur pourquoi je vous aime, etc. Puis c'est ChatGPT, je leur ai fait live avec eux, direct dans ChatGPT. Je leur ai fait chacun un texte du temps des fêtes. Tout le monde était vraiment... ils me regardaient avec des grands yeux en voulant dire, voyons donc, ça se peut pas, ça me ressemble beaucoup. C'est vraiment un texte sur moi, tu sais, mais c'est ça. Quand tu comprends à bien contextualiser la machine, elle te donne un rendu qui est excellent, là. Fait que on peut l'utiliser à d'autres niveaux. Ça fait le fameux aha moment. J'ai fait la même chose pendant le temps des fêtes avec ma famille. Même je faisais le concept de l'acrostiche. Je prenais le nom des gens puis je disais fais-moi un poème avec l'acrostiche. Et c'est instantané. Là, c'est vraiment impressionnant ce que ça sort. Là. Ça aurait pris une journée à une personne à essayer de réfléchir quelque chose qui fait du sens. Là. Juste en terminant, je te laisse aller après, Joe, mais juste pour ceux qui ont peut-être pas encore essayé, mais grosso modo, là, ces outils-là sont là, je pense, pour un bout. Puis ce qu'il faut se souvenir, on parle beaucoup de contextualiser en amont, c'est-à-dire donner beaucoup de détails sur ce que vous entendez, mais tu l'as dit tantôt, le principal bien fait, c'est quand tu lui donnes des détails par la suite aussi. Donc, tu peux dire, fais-moi tel type de contenu. OK, change-moi telle partie, raccourcis telle partie. OK, explique-moi un peu plus ce keyword-là, par exemple. Ou écris-moi un paragraphe juste sur ce concept-là. Mets-moi ça en 3 bullets à la place. Fait que tu le travailles, cette conversation-là. Puis c'est de même ceux qui l'ont essayé, évidemment, dans ChatGPT, c'est des conversations. Puis la machine va retenir ce que tu lui as dit dans la conversation précédemment. Puis c'est là que la force devient extrêmement puissante, c'est quand tu lui donnes de plus en plus de détails sur qu'est-ce que tu vas avoir comme rendu, la machine est en mesure de elle-même apprendre puis elle-même recontextualiser et voilà, pour donner
une grande qualité, en fait. Et vraiment pertinent, parce que je termine sur ce 15e cas d'utilisation qui est un cas avancé que j'ai vu. Là, c'est quelqu'un sur YouTube qui expliquait cette technique-là et c'est exactement en lien avec la contextualisation. La personne avait un commerce électronique en ligne, plus ça peut s'appliquer à n'importe quoi d'autre, là, un SaaS aussi. Mais ce que la personne faisait, c'est qu'elle allait chercher dans les outils de Google quels sont les mots-clés les plus populaires en termes de volume de recherche. Donc, elle prenait cette liste-là, elle l'envoyait dans ChatGPT pour dire voici la liste des mots-clés intéressants sur laquelle je veux qu'on tourne autour. Après ça, la personne disait voici, je suis un commerce électronique qui vend cette liste de 20 marques-là. Donc, elle mettait vraiment le nom, le copier-coller des 20 marques qu'elle avait. Ensuite, elle prenait à peu près une centaine d'adresses d'articles qu'elle avait déjà sur son site. Elle l'envoyait dans ChatGPT. Puis ensuite, elle disait, écris-moi un article sur, dans son cas, dans le cas présent, c'était une boutique qui vendait du linge en ligne. Et un des mots-clés qui était populaire, c'était « Comment s'habiller dans la vingtaine » en tant qu'homme. Donc, écris-moi un article là-dessus en mettant les mots-clés de recherche importants, en mettant également les marques que je vends et en mettant les backlinks. Et là, ça produit un article qui était vraiment hallucinant parce que le contenu était très pertinent pour la personne qui le lisait. C'était super bien, là. Moi, j'étais encore dans la vingtaine, je voulais m'habiller. Je trouvais ça super intéressant. Mais ça faisait des références aux marques. Quoi, t'es plus dans 20 ans? Ça fait 19 ans, j'ai 18 ans. C'est ça. Je suis resté en bas de la vingtaine. Mais là, ça sortait un article extrêmement optimisé au niveau du sujet, de la pertinence, mais en même temps, faisait un rappel aux mots-clés, aux marques, faisait des liens à l'intérieur du site, à l'intérieur du blog même, qui était extrêmement pertinent. Et cet article-là, honnêtement, aurait coûté une fortune de temps à faire à la main. Et là, ça a été fait en l'espace de 3 minutes. C'est juste de bien préparer son data à l'avance et de les réutiliser. C'est un cas extrêmement avancé, mais encore là, ça rappelle ce que tu disais, Maxime, la mise en contexte et de fournir l'information à ChatGPT avant de lui faire sa requête officielle et surtout de la travailler par après, puis faire toute une différence dans la qualité de ce qu'il y a comme résultat qui est sorti de ChatGPT, là. Tout à fait. Puis en terminant, Joe, je vais laisser les gens. Moi, je vais être là présent à votre prochain podcast, en fait, comme auditeur sur comment que votre équipe de dev chez vous va leverager ces outils-là, va utiliser ce genre d'outils-là. Ça va être super intéressant. Les gens qui sont plus techniques, qui sont à l'écoute, je vous invite fortement à écouter le podcast de Joe qui va vous donner les détails là, à venir, là, mais il y a beaucoup de choses au niveau du développement qui se passe avec des outils comme ça aussi. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Effectivement. Je terminerai peut-être, Maxime, en parlant de la conférence que vous poussez au mois de juin devant nous. On est au mois de février, mais on commence déjà à prévoir nos horaires pour la fin février. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ITSec, excuse-moi. Ben oui. Oui, ITSec pour IT Security ou sécurité informatique. En fait, c'est notre 2e édition cette année. Ça va être le 1er et 2 juin au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Superbe centre des congrès, très moderne. Puis j'invite tout le monde, là, que vous soyez dans l'industrie des TI ou que vous soyez quelqu'un en technologie ou bref, qui veut s'informer sur tout ce qui se passe présentement en cybersécurité, en sécurité informatique au Québec. Je vous invite à vous joindre à nous. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site it-sec.ca, donc le it-sec.ca. ITSec qui va être encore cette année. On attend environ 350 personnes. On va avoir une foule de conférenciers, tous en lien avec la sécurité informatique, la cybersécurité au Québec. Et on va regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, comment on se compare avec le reste du monde. On va avoir différents experts, différents ateliers, différentes tracks, des tracks plus, on va dire, IT, puis des tracks plus cybersecurity. Donc, vous en avez pour tous les goûts. Donc, it-sec.ca pour plus d'informations. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Le sommet de la sécurité informatique au Québec. Fort à parier qu'on va être aussi le podcast Pibo sur place, peut-être faire des entrevues en temps réel avec les gens. Donc, là, écoute, c'est une invitation. Moi, je suis super partant avec toi, Joe. On va se faire un petit local à quelque part, puis on fera un épisode en direct de Saint-Hyacinthe, peut-être même sur la terrasse en haut. Là, c'est superbe. Là. L'année passée, il mouillait par contre, là, mais cette année, on se croise les doigts pour vous. Fantastique. Donc, c'est un rendez-vous le 1 et 2 juin, it-sec.ca. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine, en espérant que ces 15 cas d'utilisation de ChatGPT puissent changer votre quotidien pour propulser votre produit technologique. À bientôt.
Ce que je retiens de ma conversation avec Maxime de cette semaine, c'est que ChatGPT peut être bon dans plusieurs sphères, dans la rédaction, dans la sommarisation et dans l'aide à la stratégie. 3 sphères super importantes dans le marketing. Il existe également d'autres outils intéressants à utiliser autres que ChatGPT. Il y a fort à parier qu'il y aura une panoplie de nouveaux outils qui vont sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous, s'il vous plaît, en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Nous enregistrerons éventuellement un épisode sur ChatGPT pour les développeurs, donc abonnez-vous pour recevoir l'alerte. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.